Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. Alors, je me lance aujourd'hui pour vous raconter une histoire que j'ai vécue. L'histoire ne me concernait pas, mais j'étais aux premières loges en fait. Voilà, donc je viens d'abord remercier tous ceux qui arrivent à raconter leurs histoires parce que finalement, quand je me suis décidée, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout facile. Donc, je les encourage et je les remercie aussi. Alors, cette histoire, je me suis rappelée parce que j'ai écouté une histoire que la maman de Turquie a racontée. Je la salue au passage. Et je profite lui dire qu'elle nous manque beaucoup et nous attendons qu'elle nous revienne avec encore plus d'histoires. Voilà. J'aime bien son concept parce que nous ne pouvons pas être partout à la fois. Donc, quand une personne prend son temps pour écouter d'autres histoires, surtout dans d'autres langues, l'anglais, l'espagnol, voilà, l'arabe, et que la personne vient nous traduire ça en français, ça ne peut que nous édifier. Donc, nous l'attendons impatiemment. Ceci étant, elle avait raconté l'histoire d'une dame qui avait quelques soucis dans sa vie et qui était partie en consultation. Et on lui avait dit qu'elle avait pas mal des petites boules d'horreur, comme des petites souris mortes accrochées à son aura en fait, de ce que la dame avait dit. Donc ça m'a rappelé que j'ai rencontré un monsieur qui est devenu un ami. C'était une connaissance qui a travaillé pour des expatriés. Donc, il travaillait pour les expatriés comme cuisinier. Il a travaillé pendant un bon moment avec eux. Donc, il était parmi les quelques rares personnes à l'époque, voilà, qui savaient faire les pizzas, les hamburgers, les shawarma. Donc, lorsque ces expatriés devaient retourner dans leur pays, ils lui ont donné pas mal d'argent parce qu'il était assez professionnel. Ils ont discuté avec lui, il a dit qu'il voulait ouvrir un petit snack, pas très grand, mais en tout cas pour un début, il a fait son devis et ses patrons lui ont donné l'argent. C'est ainsi qu'il a fait on appelle ça des kiosques en fer avec de la jolie peinture dessus, avec les dessins des nourritures et tout. Et il s'était trouvé un bon coin à côté d'une porte d'entrée du stade. Et il savait faire parce qu'il avait une manière de faire aussi son poulet qui était vraiment apprécié. Donc les soirs comme ça, il venait avec son kiosque. Le kiosque roulait en fait. C'était un kiosque déplaçable. Il vient, il place ses chaises. Voilà. Et c'est vrai qu'en saison, en cas de pluie, c'était un peu plus difficile, mais il y avait plus de périodes sans pluie que de périodes avec pluie. C'est ainsi qu'on le voyait de temps en temps, il venait, il échangeait parce qu'il avait sa copine aussi qui travaillait avec nous.
Donc, il a fini par, dans les causeries, parler du fait qu'il trouve que ça ne marche pas comme lui veut. Il voudrait avoir plus de clients, il voudrait que son coin soit plus reconnu. Malgré qu'on le rassurait que sur la qualité de son travail, il va finir par avoir beaucoup de gens, beaucoup de clients plutôt, mais il n'était pas rassuré. Il voulait un raccourci. Et c'est comme ça qu'il a fini par nous dire qu'il va aller au village, parce qu'il venait d'une région très réputée aussi pour leur côté mystique, ils avaient de très grands pouvoirs. Et donc, il a dit qu'il allait aller pour voir comment il pouvait se faire aider. Donc, je suppose qu'il est allé parce que, franchement, il avait son activité. Moi, j'étais toujours sur les bancs, toujours dans les études. Donc, on ne se voyait pas souvent, mais de temps en temps, quand on se voyait, on échangeait. Je ne lui ai plus posé la question pour savoir si oui ou non il y était allé. Et puis, on est passé à autre chose. Maintenant, il habitait dans une zone euh, un peu en avant de notre cours. Ça veut dire qu'il passait. Il y avait une très grande voie bitumée qu'il empruntait. Il passait par chez nous, en tout cas proche de chez nous, et il y avait on appelle ça quoi, un rond-point. Il tournait pour aller au marché, faire ses achats, et ensuite il revenait, il prenait la grande voie bitumée et il allait au boulot. Il avait une moto. C'est ainsi qu'un jour, au fameux tournant en question, il a eu un accident. Voilà, il s'est cassé le pied. Il allait, après les examens, on lui a proposé un plâtre qui allait prendre un peu plus d'un mois et tout. Il a trouvé que seul dans son activité, ça n'allait pas le faire. Donc, il s'est dit qu'il va les traiter à l'indigénat. Heureusement que dans ce domaine-là aussi, il y a pas mal de connaisseurs. Donc, au bout de 10 jours, 15 jours, il pouvait déjà se déplacer. Donc, il se faisait aider par un frère qui le prenait sur la moto et il partait travailler. C'était difficile, mais il continuait. Et bizarrement, quelques 4 mois après, il fait un accident à la même place et il se casse le même pied. Ah, ça devenait sérieux. Donc, il s'est dit non, il y a quelque chose. Du coup, on est allé le voir et dans les causeries, il dit non, les ennemis lui en veulent, on en veut à son activité, on en veut à sa vie, c'est les jaloux. Bon, du coup, cette fois-ci, il est allé dans son propre village pour voir les rebouteurs de chez lui et il a décidé de ne plus emprunter cette voie. Pourtant, c'était une des principales voies bitumées quand même. Ça veut dire que s'il voulait prendre un autre chemin, il fallait de grands détours lorsque tu es en retard, c'est pas indiqué. Mais il a tenu. Il a tenu 6 mois, 8 mois, une année. Et puis, je ne sais pas ce qui est arrivé, dans quelle urgence il a eu. Peut-être il a oublié, peut-être il a dit c'est passé. Peut-être qu'il s'est dit qu'il s'est assez blindé, comme on le dit. Il reprend la même voie et arrivé au même endroit, au même tournant, il a un accident. Et les 2 fois, il a voulu éviter. En fait, c'était comme s'il tombait seul. C'est pas comme si quelqu'un venait lui rentrer dedans. Non. C'était comme s'il tombait seul, en fait. Genre, il veut éviter un petit truc qui tombe. Il se casse le même pied. Alors là, il n'en peut plus. Donc, il repart encore dans son village. Il se fait encore rebooter. Il revient et il recommence avec on lui dit non, ça va, on t'a lavé, ça va passer. Mais non, il ne croit plus. Donc, il continue à emprunter les autres tournants, les autres raccourcis. Et puis un jour comme ça, je le croise quelque part au bord du goudron en question. Il ne prenait pas le rond-point, mais il faisait les contours de manière à trouver une sortie qui le ramenait toujours sur la voie principale, parce que c'était une des voies principales en fait. Voilà, donc je le croise quelque part là-bas et il me raconte sa vie, il me raconte ses déboires et tout. Je lui dis, mais comment tu vas faire et tout. Pendant qu'on bavarde, voilà un de ses voisins qui passe et qui le voit. Il dit, mais tiens, ça tombe bien, j'étais en train de partir à ton lieu de travail parce que on te cherche à la maison, il y a du bruit dans ta maison et tout. Je rappelle qu'à l'époque, les téléphones portables n'étaient pas vulgarisés, c'était vraiment pas vulgarisé.
c'était les debout, quelques debout qui avaient ça. À l'époque, la puce, la simple puce même, tu pouvais l'avoir à 10 000 en fait. Donc, c'est vraiment, les téléphones n'étaient pas vulgarisés. Donc, le voisin en question avait pris sa moto et il rejoignait le monsieur. Je vais l'appeler Jean. C'est vrai que je ne l'ai pas nommé. Je vais l'appeler Jean. Il rejoignait Jean dans son lieu de travail et il le voit arrêter en bordure de route avec moi. Il lui explique comme quoi c'était comme s'il y avait du bruit dans sa maison, les meubles sont en train d'être jetés partout et pourtant la porte est fermée. Et que donc, il était dans une cour commune, les locataires disent de venir l'appeler. Ah, ça c'est étrange. Donc, moi, dans la curiosité, me voilà qui suis. Alors, je suis et on va dans sa cour, on rentre. Effectivement, arrêté dehors, il a la clé, mais lui-même, il n'a pas le courage d'ouvrir. Il appelle, il dit qui est là, il pose des questions, personne ne répond. Mais les meubles bougent, on entend des bruits de plats, des bruits. C'était pas facile. Finalement, c'est le bailleur, qui n'était pas simple aussi, qui décide de venir voir. Le bailleur lui dit, mais ouvre. Il dit, ah, lui, il ne peut pas ouvrir. Lui, c'est parce que la fenêtre n'est pas grande pour dire que quelqu'un est rentré, la porte est toujours fermée. Ok, le bailleur dit, bon, comme c'est moi, ma maison, donne la clé. Donc, le bailleur prend la clé, il ouvre. Ah, dès que le bailleur commence à tourner la clé dans la serrure, le bruit cesse. On n'entend plus rien. Le bailleur ouvre. Bien sûr, on s'agglutine, tout le monde regarde, on veut savoir qu'est-ce que c'est. On ne voit rien. Rien, il n'y a personne. Mais les meubles sont jetés, tout est pêle-mêle, un véritable bazar. Ha! Le bailleur dit, ben, faut rentrer, puisque c'est chez toi. Donc, le gars, le voilà qui rentre, il tutube, il est là, limite, il rase les murs, il a peur, il regarde à gauche, à droite, il parle, qui est là, des trucs comme ça. Ah, il voit personne. Le bailleur dit, ah, tu as bien regardé. Maintenant, les gens rentrent, on tourne. Bon, moi, je ne suis pas rentré. Hein. Les gens rentrent, ils tournent. Et on ne voit rien. Mais le bailleur remarque que lui-même, son visage est attiré par des statuettes. Je ne vais pas dire des poupées, mais c'est des statuettes. Vous voyez le genre de statuettes qu'on donne dans le traditionnalisme souvent, ou bien peut-être dans les fétiches, je ne sais pas, avec des morceaux de tissu, avec des coris, avec ce genre de choses. Il en avait deux. Ces statuettes-là étaient vraiment cachées. Donc, il ne comprenait pas pourquoi les deux statuettes étaient côte à côte, limite collées, et au milieu de la chambre. Enfin, du salon, quoi. Parce que sa maison, c'était chambre-salon. Voilà Jean qui regarde les statuettes. Le bailleur le regarde. Tout le monde le regarde. Le bailleur qui comprend, le bailleur qui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, franchement, les statuettes là, chacune était dans son coin. Parce qu'apparemment, il y a une qui était dans une calebasse quelque part, l'autre était dans un canari, un petit canari quelque part. Dans la maison, toujours, lui ne comprend pas pourquoi les statuettes sont côte à côte. Le bailleur lui dit, ok, c'est toi seul qui peux toucher, puisque c'est toi qui as amené. Donc, prends tes statuettes, et puis tu les remets en place. Avant que nous, on ne... Parce que les gens même étaient rentrés sans remarquer ça. Il y avait tellement un désordre. Donc, il prend les statuettes et puis il met les statuettes chacune dans son environnement, hein, si je peux appeler ça comme ça. Et dès qu'il dépose, il tourne le temps que, je ne sais pas, les gens, on se regarde, on n'a rien compris. Voilà les deux statuettes qui se collent encore. Mince. Les gens disent, ah. Le bailleur dit, mon fils, où est-ce que tu es parti prendre ça? Le voilà maintenant, il tourne, il dit non, lui il est parti prendre un dans son village, il est parti prendre l'autre où. Le bailleur dit, ah, lui comme il n'était pas simple, il dit, bon, il semblerait hein, que c'est ces statuettes-là. Donc, ce que nous, on peut te conseiller, c'est de les ramener ou en tout cas d'aller demander, peut-être qu'il y a des conditions que tu n'as pas respectées. Donc, tu te débrouilles pour trouver la formule. En tout cas, moi, je ne souhaite pas que ça reste en tout cas dans cette maison parce que tu vas partir un jour et le prochain locataire risque d'avoir des problèmes. Bon, à partir de là, moi, je suis rentrée chez moi parce que de toute façon, mon heure de cours arrivait. Je suis rentrée chez moi. Et puis, quelque temps après, il vient voir son ami qui travaillait chez nous.
Et c'est là que par curiosité, je lui demande. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Bon, parce qu'après, comme je l'ai dit, on ne pouvait pas s'appeler. Les téléphones étaient rares. C'est là, il m'explique, il dit, bon, finalement, euh, les statuettes qui étaient supposées le protéger se disputaient le leadership dans sa vie. C'était comme si chaque statuette essayait d'être le boss dans sa protection ou quoi. Et il est ressorti que c'est ces statuettes-là, finalement, même, qui l'avaient amené à faire tous ces accidents, en fait, où il avait eu ces fractures. Voilà. Donc, il a fallu aller rendre chaque statuette et garder une seule, comme on le dit. Et je lui ai demandé comment il a fait. Il dit, bon, ça n'a pas été facile parce qu'il avait pris avec des conditions et tout. Et finalement, sa vie n'était pas comme il voulait, c'était pas meilleur, mais bon, il continuait son activité. Avec le temps, on s'est perdu de vue parce que son ami a arrêté de travailler chez nous. Elle a trouvé mieux, donc lui aussi, je ne l'ai plus revu. Et je me suis rappelé de cette histoire et je me suis dit, bon, finalement, euh, moi, la morale que je tire, c'est que peut-être que quelqu'un, quelque part, est rentré partout, dans tous les couloirs, a essayé de trouver toutes les solutions et tout. Et sa vie est toujours au point de départ. Donc, je dirais que peut-être qu'il y a eu un trop mélange de solutions, un trop mélange de médicaments. Voilà. Donc, ça peut peut-être entraîner ça. Un clash. Hein, parce que la personne peut avoir bu, mangé, se laver, les bains de vapeur, dans tellement de coins que finalement, rien ne marche. Voilà. Donc, je ne dirais pas que je vais donner un conseil, mais peut-être une suggestion. Si quelqu'un, tu te sens dans cette situation, peut-être faire une purification et puis choisir un couloir et marcher. On ne peut pas mélanger les choses, il faut choisir un couloir et s'y tenir. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je suis déjà à plus de 16 minutes. J'espère avoir édifié les uns et les autres. J'espère surtout avoir été audible. Et famille DMG, surtout les anciens, s'il vous plaît, likez, partagez. Le like vous permet de savoir si oui ou non vous avez déjà écouté la série ou non. Voilà, donc étant ancien, vous pouvez perdre l'habitude et être tellement habitué, dire on se connaît et tout. Mais non, s'il vous plaît, likez et partagez. Ça peut toujours servir. C'est les réseaux sociaux. Nous allons en profiter, nos enfants vont en profiter et tout le monde sera édifié. DMG, courage à toi et bonne suite à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Coucou la famille, je me suis rappelé l'histoire encore de ma mère. Bonjour à vous, bonjour, likez, partagez et commentez. L'histoire que j'ai racontée qu'on a voulu sacrifier ma mère. En fait, le travail avait commencé bien avant de ce qu'elle nous avait expliqué. Durant la maladie de mon père, tellement lassé d'être à l'hôpital à Kentini, il a fait hôpitaux sur hôpitaux, fatigué. Le gars, il n'était pas trop tradition. Mon grand-père lui dit, viens, je ne vois pas ta maladie là sous un bon angle. Viens, on va faire des traditions, on va enterrer la chèvre à ta place. Il dit, non, moi je ne suis pas tradition, je ne connais pas vos choses là. Moi je connais que les gens qui sont plus scientifiques, qui croient, aux choses naturelles de la vie, là, qui croient aux traditions. Non, non, le médecin a dit que mon papa dit, moi, je ne pourrais pas te forcer. Déjà, il faut d'ailleurs que la volonté vienne de toi. Et voilà, je t'ai dit ce que j'ai vu, j'ai voulu te soigner. Tu as dit non, mais j'insiste vraiment. J'insiste. Il dit non, non, non. Au finish, il est rentré à la maison, il a quitté l'hôpital, il dit qu'il est fatigué. Les médicaments, par contre, il épuisait même. Les gens de sa famille viennent. Oh, comme tu vois comme ça, on m'a parlé d'un papa Bassa, là. Il traite même. Il était affaibli sur le lit, ne pouvant plus se lever. Mon grand-père avait encore dit, viens. Il dit que me voici, je suis d'affaibli. Il dit que moi-même, je n'ai pas assez d'argent
pour arriver là-bas, mais je vais prêter pour venir te, te faire. Mais le travail là, c'est pas un travail qu'on fait à domicile, c'est un travail qu'on fait dans la brousse. Tu n'as pas... C'est pourquoi je t'ai dit de venir depuis. C'est un travail qu'on fait dans la brousse. On fait ça dans la brousse. Parce que ton truc, ton esprit est dans loin. Tu es trop malade. Ah, le gars, et voilà, affaibli. C'est quand la maladie t'a récupéré là, il ne pouvait plus se lever. Non, il ne pouvait plus se lever, même marcher, il n'arrivait plus à marcher. Et voilà, il a dit qu'il lui rentre chez lui, il est fatigué des médicaments. Pas encore insisté, il dit qu'il ne peut plus se lever. Il n'a même plus l'argent pour dire qu'il va voyager. Son argent est fini à l'hôpital. Même l'argent pour dire qu'il va aller retirer à la banque là maintenant. Il va se lever comment pour aller retirer l'argent à la banque? Il va faire comment? À l'époque là, il n'y avait pas encore les online banking. Il n'y avait pas ça. Il n'y en avait pas. C'était encore à l'époque. Il dit que je vais faire comment pour retirer mon argent. Il faut que moi-même je sois là. Mais je suis tellement faible, je suis affaiblie. C'est là où sa famille dit que bon, comme tu vois là, il y a un papa Bassa ici qui travaille. Ça se passe au Cameroun. Il connaît le travail, il connaît, il sait faire, il sait faire, il sait faire d'omelette. C'était pour achever la chèvre. Dans le but de récupérer ce qu'il va laisser. On espère que le papa vient. Il fait le travail comme il peut faire. C'est vrai qu'il faisait sans faire. Comme on dit chez nous, je fais sans faire. Je fais un moment, tu fais semblant d'avoir un peu de force. Après, je lâche. Ce qu'il dit, il dit donc à ma maman que, bon, comme tu vois comme ça, là, le traitement, s'il faut aussi que tu prennes ça comme c'est ton mari, vous dormez ensemble, c'est un truc mystique, ça t'a aussi touché, et tout, et tout. Voilà, le traitement. Tu vois comme ça, là, on a aussi l'œil sur toi, et tout, et tout, et tout. Elle n'avait pas, elle faisait même pas encore la maladie. Ne pas que la dame a écouté. Tout ce qu'il donnait, il prenait. Comme j'ai grandi, j'ai dit à ma mère que mais vraiment tu étais d'une naïveté. Ton père vit. Il fait dans ces choses. Tu ne peux pas prendre des choses des gens. Elle dit maman, c'est la naïveté. n'est pas que quand tu fermes le cerveau, c'est comme ça. J'ai dit non, c'est la naïveté. Et tu donc ceci, prends, tu bois, prends, tu fais ceci, prends, tu fais cela. Mais ma mère d'une gentillesse inouïe. Elle était du genre, à chaque fois que ce monsieur venait à la maison, parce que le monsieur venait traiter son mari. Elle prenait, pour elle, c'était le sauveur. Donc, tout ce qu'il voulait, elle lui donnait. Les goûts qu'il aimait comme cuisine, elle préparait. Qu'est-ce que elle le recevait comme un chef. Papa, tu es venu, et voilà la nourriture. Qu'est-ce que tu dis? L'autre, il dit quoi? Tu l'as soigné, tu as fait comment? Il n'y avait pas les téléphones pour qu'elle puisse... Mon grand-père, vraiment, il utilisait le téléphone de chef pour communiquer avec son beau-fils. Ou parfois, il envoyait la lettre. Donc, c'était difficile à l'époque. C'était un problème de téléphone. Donc, c'est après quelques temps, lui, il avait envoyé la lettre quand il avait constaté que mon père était malade. Pour lui dire de venir et tout. Le père a dit qu'il ne peut pas. Il a envoyé la lettre. Qu'il ne peut pas venir. Il ne croit pas ces choses-là. Bon. Après, il est passé par le chef. Le chef avec son fils lui avait acheté un téléphone. Son fils était en Europe. À l'époque, c'était dans les années 2000. Donc, tu vois comme ça, là, 2000, 2006, 2000, non pas 2006, 2003, 2002. Les téléphones commençaient là au Cameroun, je me rappelle bien. Il avait appelé mon père, lui, il avait son téléphone. Il appelle, il dit, oh, quand tu vois comme ça, là, il faut venir. Je suis allé chez le chef appeler, vraiment, je lui ai donné 5 000 pour les cartes coûtaient très cher. Je t'ai dit, il faut venir. Il dit, non, je suis d'affaires, bien, monsieur qui me suit ici. Mon grand-père dit, il a laissé. Donc voilà comment la communication se passait. Donc pour dire que ma mère elle-même ne pouvait pas appeler son père directement pour lui expliquer ce que c'est. C'est juste une parenthèse. Bref. Le monsieur, tous les jours, il venait lui donner les médicaments. Ma mère aussi l'accueillait bien. Jusqu'au jour où, lassé, il dit à ma mère, il dit à ma mère, tu es trop gentille. Elle dit, ah bon, elle dit, c'est ma nature. Il dit, vraiment, tu es gentil. Ta gentillesse va te sauver. Elle dit, ah bon. Elle dit que oui. Il reste tranquille. Il continue à venir à la maison tous les jours. Elle a pris ça comme ça, elle a banalisé. Banalisé, banalisé, banalisé. Après, mon papa décède donc. Les choses qui se sont passées. Quand elle rentre donc, elle rentre
du machin, ça s'appelle comment? Du village. Donc. Le monsieur est revenu. Il est venu, il a donné un médicament à ma mère une fois. Il a donné la deuxième fois. La troisième fois, il est revenu parce qu'il disait qu'il lui donne le médicament pour continuer le traitement qu'il avait commencé durant le vivant de mon père. Ma mère prenait. Après, la troisième fois, il est revenu. Il dit à ma mère que, bon, je ne peux pas te donner le troisième médicament. Ma mère dit pourquoi? Il dit qu'on a commencé le traitement depuis. C'était le dernier médicament. Il dit oui, je ne veux pas te donner ça. Je t'ai dit la dernière fois que tu étais gentil. Il dit oui. Il dit que bon, pour ça, je ne peux pas te donner ce médicament. Juste parce que tu es gentil. Voilà. Est-ce que tu sais que on m'a payé pour que tu tues? Mystiquement. Ce que je t'ai donné jusqu'ici là va te rendre malade. C'est le poison que je t'ai donné à long terme. Je t'ai détruit, je peux dire comme ça. Si je fais ça, je vais mourir. Si je fais ça, je vais mourir. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Tout ce que je peux te demander de faire, c'est de chercher à te soigner. Tu m'as donné à manger, je ne peux pas te tuer. Je ne suis pas les gens qui m'ont donné à manger. Tu m'as reçu ici comme un roi, membre de ta famille. Rien que pour ça, je ne peux pas te tuer. Rien que pour ça, je ne peux pas te tuer. Cherche à te faire soigner dès maintenant. Je t'ai mis des choses dans l'organisme pas possible. J'en suis désolée. Ta gentillesse, rien que ta gentillesse, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas. Mystiquement, j'étais presque anéantie. Mystiquement. En fait, c'est parce que quand tu es allé au village, on n'a pas pu finir. Ils m'ont payé de finir le travail. Au village, on n'a pas pu tout manger. On m'a payé de finir le travail. Je ne peux pas. Je ne peux pas te donner le dernier médicament. Si ce n'est pas le médicament, c'est le poison pour détruire ton corps que je suis en train de te donner. Mystiquement, je ne peux pas entrer dans ta maison dans la nuit. Je pourrais venir en journée. Donc, ton père t'a donné des trucs quand tu es arrivé là-bas. Je ne peux pas arriver ici. C'est pourquoi je suis venue en journée te donner un remède comme quoi je te soignais. Non, mais c'est évanoui sur place. Il a rêvé, il dit lève-toi. Ce n'est pas le moment de t'évanouir. Lève-toi, va chercher solution à ton problème. Je ne peux pas. Moi, ce que je fais là, je n'arrange pas. Donc, j'ai gâté. Ce que tu donnais là, c'était même si tu allais où tu allais mourir. Même si tu allais où tu allais mourir. Alors, je suis désolée, mais il faut te faire soigner. Vous voyez à quel point ta gentillesse peut te sauver. Ta gentillesse peut te sauver. Ta gentillesse. C'était la petite histoire de ma mère. Désolée d'avoir été longue, mais je voulais vous narrer cela. Ne faites pas confiance à qui que ce soit, au premier venu qui va dire que je vais te sauver. Faites attention, les amis. Faites attention. Tout le monde est méchant. Même ton notaire, on dit c'est ton notaire qui te perce la chaussure. Be careful. Faites très attention. Bonjour. Pardon, sorry. Au revoir à vous. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir DMC, bonsoir. Bonsoir la team. Partagez, likez. Si je suis ici ce soir, c'est pour une nouvelle histoire. Mon histoire, c'est quoi? C'est que à l'époque, je faisais l'hôtellerie, une formation en hôtellerie. J'avais une copine là-bas, dans ma salle de classe. Comme on vivait presque dans les mêmes quartiers, on rentrait souvent à pied ensemble et tout ça là. Bon, la formation s'est bien passée. Nous, on a déposé les dossiers en attendant qu'on nous appelle. Bon, bah, par contre, ma copine, ma camarade là, elle était du littoral. Et moi, je suis bamileke. Donc, ce qui fait que eux, ils faisaient beaucoup de fêtes. Eux, ils faisaient beaucoup de fêtes, alors que chez nous, quand il y a même une fête comme ça, tu vois, les mamans bamileke là se regroupent, on donne les tâches à tout le monde, on donne. Ils n'ont pas besoin de chercher le traiteur, ce qui fait que nous, on chômait un peu. Par contre, ma copine là, chez eux, oh, c'est les doigts là. Quand il y a une petite fête comme ça, directement, ils cherchaient seulement le traiteur. Donc, ma copine là, ce qui fait qu'elle nous appelait. Elle m'appelait chaque week-end, les week-ends comme ça. Bon, à l'époque là, moi, j'avais mon petit salon de coiffure, mais j'ai opté pour la cuisine.
pour la cuisine parce que j'aimais vraiment faire la cuisine. Là, ma copine, c'est elle qui nous donnait toujours les marchés. Elle nous appelle, elle. À un moment donné, comme elle dit que ma copine, elle vient me voir, elle dit que, hé, ma copine, j'ai touché le gros lot. Il y a le directeur de telle banque qui est en train de me traquer. Et c'est lui qui me donne la majorité des marchés maintenant. Aïe, on a un marché sur la main, on va aller à crédit. Elle dit que, ok, il n'y a pas de problème. Voilà que nous, on part à crédit. On finit de préparer. On a fait 2 jours là-bas. On a servi. Mais ma copine avait déjà une équipe solide de traiteurs. Une équipe, parce que dans son équipe, on était plus d'une vingtaine. Chacun avait sa tâche. Chacun avait sa tâche. Mais comme moi, j'étais sa copine, j'étais beaucoup plus près d'elle. On faisait les courses ensemble. Elle me donnait aussi certaines petites tâches, mais pas vraiment les tâches de cuisine compliquées là, puisque j'étais toujours avec elle. C'est là où, à Kébi, là, elle me présente le monsieur. Quand on a fini tout, elle me présente le monsieur. Quand, après, ils sont partis. Il a fini le reste d'argent dans sa voiture. Elle est seulement venue là avec nos enveloppes pour nous payer. Elle nous a payé. Bon, on est rentré. Elle est partie accompagner les autres à la gare routière. Maintenant, nous sommes rentrés dans la voiture du monsieur. Voilà, quelque temps après, le monsieur la met la pression. Elle me dit que le monsieur est en train de la mettre la pression. Oh. On ne pouvait pas faire 1 mois sans voyager DMG. Tantôt on était à Souza, tantôt on était à Limbe, tantôt on partait de village en village, de ville en ville. Ma copine était vraiment, la réputation, son téléphone sonnait. Et ma copine, c'est comme ça que le monsieur, entre-temps, elle a commencé à sortir avec le monsieur, puisque elle vivait maritalement avec un monsieur. Le monsieur là, elle avait le monsieur, ils avaient 2 enfants. C'est le monsieur qui avait payé sa formation. Maintenant, quand elle rencontre le monsieur, elle dit que, ma copine, pardon, je ne veux pas que ton mari commence à faire les problèmes. S'il te plaît, ne sors pas avec le monsieur là. Bon, entre-temps, elle ne m'a pas écouté. Elle a commencé à sortir avec le monsieur parce que le monsieur lui a donné un terrain. Mon amour, à lundi, un terrain. Quand le monsieur lui donne le terrain, voilà, elle a quitté son mari, le père de ses enfants. Elle lui a quitté. Elle est partie maintenant en location. Quelque temps après, elle est tombée enceinte du monsieur jusqu'à ce qu'elle a donné un garçon. Elle lui a donné un garçon. Un jour, je reste chez moi, dans mon salon de coiffure. Elle est venue. J'ai senti qu'elle voulait me parler de quelque chose. Comme il n'y avait pas les clients, j'ai chassé les 2 filles qui étaient là. J'ai dit que ok, on reste. Ma copine est arrivée, je vais un peu rester avec elle. Bon, quand les filles là sont sorties, elle s'est couchée sur mon canapé DMG, elle a pleuré. Ma copine a pleuré le jour, à chaudes larmes, pleuré. Je lui demande qu'il y a quoi. Elle ne me dit rien. Il y a quoi? Elle ne répond pas. Elle a pleuré. Quand elle finit de pleurer, DMG, après elle-même, elle s'assoit, elle se lève, elle porte son sac, elle s'en va. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer avec ma copine? Voilà. Après, entre-temps, le monsieur avait déjà, lui avait déjà posé certaines conditions. Puisque ce qu'elle a eu à me dire, c'est que le monsieur voulait coucher avec elle. Donc, papa la voix qu'on connaît, nous les femmes. Donc, il voulait coucher avec elle par derrière.
Merde. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit que je t'avais bien dit, oh. Je t'avais bien dit. Et elle s'est encore mise à pleurer. J'ai dit, ok. Ah, coupe la relation là pendant qu'il se fait encore temps. Coupe la relation là. Quelque temps après, elle tombe malade. Quand elle tombe malade maintenant, elle parle. Quand je pars à l'hôpital, elle dit que j'aille dans sa belle famille. Son ancienne belle famille dit qu'elle est malade et qu'elle veut voir les enfants. Mais quand j'arrive là-bas, DMC, quand j'ai toqué, c'est son mari qui a ouvert, j'ai dit que c'est comment tout ça là. Quand j'ai seulement prononcé son nom, sa belle-mère qui est la mère du gars, de son ex là, elle est sortie de la maison, merde. Elle me dit que, pardon, sortez de chez moi avec la sorcellerie. Vous, truc que vous êtes parti ancrer dedans là, sortez de chez moi avec. Oh, machin truc, ceci, cela. Mais vous n'êtes pas encore. Si j'entends encore que tu viens prononcer le nom là, ici, là, je vais dire que. Pardon. C'est comme ça que je suis vite sortie. Je suis partie, moi, chez nous. Je suis partie chez ma nourrice. J'ai expliqué à ma nourrice. Ma nourrice dit que, pardon, oh, les choses des doigts là, la sort dedans. J'ai dit que, ok. On sait que c'est nous les Bamileke qui avons la sorcellerie chez nous. Comment est-ce que les doigts là aussi, j'entends aussi. Elle dit que pardon, tu ne connais pas. Sors vite dans ça. Comme ma nourrice a dit, je suis moi aussi restée tranquille. Car elle sort maintenant de l'hôpital. Elle sort de l'hôpital. Les choses étaient devenues un peu dures. Quand elle venait comme ça, là, elle se couche dans mon salon. Elle dort jusqu'au soir. Elle se lève. Elle se lève. Son téléphone ne sonnait plus comme avant. Avec des choses, je lui demandais qu'elle pose les questions comme ça, elle ne répond plus. Elle finissait déjà comme ça là debout. Elle était pensive, elle restait avec moi comme ça là, DMG. Elle ne parle pas. Je la regarde. Et comme moi aussi j'aime, je connais respecter les décisions de quelqu'un. Elle voulait vraiment parler avec moi, mais je ne sais pas où elle se disait que celle-ci m'avait déjà prévenu, ou c'était comment, ou c'était comment. Elle ne disait rien. Elle disait vraiment rien. Jusqu'à ce que j'ai commencé aussi à l'éviter. Je ne sais pas si c'était bon. Aujourd'hui, je regrette même pourquoi je m'étais un peu éloignée d'elle parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Un jour, on appelle là seulement que elle s'est suicidée. On l'a retrouvée dans un établissement. Je ne vais pas prononcer le nom du quartier, mais ceux qui vont écouter l'histoire quand même vont vont connaître de qui il s'agit. On l'a retrouvée dans un établissement avec une boîte de yaourt, avec l'anti-rouille qu'elle avait bu. Son corps se décomposait déjà, tout ça là. Donc, c'est seulement tout ça pour dire aux jeunes talents, ceux qui sont en fin de formation ou ceux qui sortent des grandes études, franchement, ne nous précipitons pas. Ne nous précipitons pas puisque, voilà ma copine, elle a les gens, bon, puisque quand tu sors de la formation comme ça, on te fait des propositions, beaucoup de propositions, des propositions d'MG. Et on te montre l'argent, puisque le monsieur l'a donné sauvagement de l'argent à ma copine. Il donnait sauvagement de l'argent. Voilà. Elle a perdu sa vie comme ça là. Donc, n'acceptons pas n'importe quelle proposition parce qu'on veut réussir, tout ça là. Voilà, moi, j'ai fait cette formation, j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais j'avais mon don d'abord, la coiffure. La coiffure, je tressais les gens au quartier. Entre-temps, j'ai eu un petit salon de coiffure. J'ai déposé les dossiers quand j'ai fini la formation en hôtellerie, mais on ne m'appelait même pas. On ne m'a même pas appelé. Mais moi, Dieu merci,
je m'en sors quand même dans la vie grâce à ma coiffure. Donc, j'espère que mon histoire a édifié quelqu'un. Partagez, likez. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonjour, bonsoir à toute la grande famille d'IMJ. Ici l'enfant mystique, depuis la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens vous conter une nouvelle histoire que je vais intituler La protection divine. Mais avant de commencer mon histoire, je vous invite tous à liker, à commenter, à partager. Cela est très important et pourrait sauver de nombreuses vies. Sans plus tarder, voilà mon histoire. Bon, voilà, c'est comme cela que j'habite dans un secteur Abidjan ici où il y a la prostitution loin de mon lieu d'habitation. Donc c'est comme cela que à chaque fois que je dois me rendre à la maison, je dois forcément passer par le couloir où se trouvent les filles du joie. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, bon, ce sont les prostituées. Voilà, c'est un truc, excusez-moi pour le thème, bon voilà, c'est pour que tout le monde puisse être imprégné dedans. Donc voilà, c'est comme cela que moi je dois passer par là pour arriver à mon lieu d'habitation, ou si possible, je fais le grand tour et c'est très épuisant. Donc du coup, je me vois souvent obligé de passer par le couloir de, voilà, ce que je viens de dire, par le couloir là où il y a les, voilà. Donc à chaque fois, je passe là, à chaque fois, je passe là et il faut signaler que moi, je suis une personne, je prie beaucoup. Voilà, je prie beaucoup. Donc, ce genre de trucs, ce ne sont pas des choses qui m'attirent en tant que tel parce que je sais, je connais l'importance de la sexualité dans la vie d'une personne et qu'on ne doit pas aller dans certains endroits et faire n'importe quoi avec certaines personnes. Donc, déjà, j'avais une vie très bien rangée. Mais je sais pas, il fut un jour comme tous les autres jours, j'ai été poussé par la tentation et par la curiosité. Déjà, moi-même, je voulais juste essayer de voir comment ça se passe parce que je n'ai jamais vu les gens. Mes amis parlent de ça. À tout moment, il y a d'autres camarades, d'autres collègues, d'autres connaissances du quartier qui viennent et qui me disent, ah, mais genre les personnes de ma catégorie, ah, toi, tu es dans la joie là, tu as le couloir de la joie à côté de ta maison. Tout ça là, tu sors net et voilà, tu es dans le paradis. Et moi, je reprenais, je riais, je lui disais que non, que ce genre de truc, c'est pas bien. Ah. Donc, c'est comme ça un jour, j'ai été poussé d'essayer parce que avec les expériences, comme on dit souvent, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Donc, c'est comme cela que moi, j'ai été poussé par curiosité parce que ce jour, j'ai vu une des filles du choix, elle était très jolie et voilà, moi, j'ai été poussé d'essayer, voir comment ça se passe. Donc, c'est comme cela que moi, je me suis rendu auprès de la fille. Voilà, on a commencé à faire le planning, tout. On s'est mis d'accord sur le montant, tout, ok, d'accord. Donc, on a commencé à nous diriger vers un endroit. Et les filles, déjà, elles ont un endroit où ils reçoivent leurs clients. Donc, déjà, moi, je la suivais, on allait et je me posais des questions intérieurement que, ah, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre comme ça? Bon, de toutes les manières, je me suis déjà lancé, je vais aller jusqu'au bout pour voir qu'est-ce que c'est et comment les choses se passent. Et puis bon, déjà on est arrivé, on est rentré dans le lieu, et il signale qu'il y avait déjà certaines personnes qui étaient là, voilà, d'autres clients apparemment. Donc c'est comme cela que moi, je suivais la fille, on est arrivé devant une porte et c'était elle, sa porte de sa chambre de réception. Donc déjà je vois, elle essaie la clé dans la serrure. Et tourne, ça prend pas. Et tourne, ça prend pas. Elle a fait cela au bout de quelque chose de 10 minutes à 15 minutes. Moi, j'étais arrêté là et je regardais, je voyais comment la fille se déminait. Je regardais comment la fille se déminait. Parce que déjà, elle secouait la porte, elle poussait, ça ne s'ouvrait pas. Une porte qu'elle-même, elle dit, elle ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette porte? Moi, j'étais arrêté là, je la regardais se bousculer sur la porte. Et j'avais en même temps peur. Et puis, je me disais, c'est quoi tout ça là? Et c'est que ça là, c'est un signe de Dieu pour me dire, bon, moi, je n'ai qu'à arrêter. Elle a forcé jusqu'à... Le truc ne s'ouvrait pas. Donc, c'est comme cela que elle a
comment on dit ça, elle est allée appeler un homme robuste. Il est venu, il a fait tout son possible sur la porte pour essayer de la défoncer, mais c'était zéro. Moi, j'étais arrêté, je regardais le cinéma choqué. La porte ne s'ouvrait pas. Donc, bon, moi, j'ai vite compris le truc. J'ai dit, bon, ok, bon, ce qu'on va faire, je vais te donner de l'argent comme convenu, mais je ne vais pas te toucher parce que voilà, moi, je suis un peu occupé et j'ai des occupations. Elle me dit, non, non, tu ne peux pas me remettre ton argent comme ça et tu ne vas pas me toucher, tu vas partir. Qu'aujourd'hui seulement, elle va trouver un moyen. Donc, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Ce qui est sur moi, je te regarde. Je veux partir, elle me retient. Donc, déjà, il y avait une de ses collègues qui a fini avec son client. Elle me dit, bon, ok, on va prendre cette chambre. Nous sommes rentrés, elle s'est déshabillée, je me suis déshabillé. Bon, maintenant, je me suis tendu. Voilà, parce qu'une femme née devant moi, voilà, vous connaissez les hommes, les trucs comme ça. Je me suis tendu en même temps. Donc là, moi, elle s'est allongée. Lorsque moi, j'étais prêt à passer à l'acte, je vois que mon troisième pied tombe. Je ne comprends pas. J'ai dit, c'est quoi ça? Je fais tout, ça ne s'élève pas, je suis dépassé. Donc je me lève, net que je me redresse comme si je veux m'en aller, je me retends encore. Je dis, ah, tiens, c'est quoi tout ça là? Donc je monte pour aller avec la fille, ça tombe. Je me retire, ça se redresse. Donc là, moi, j'ai dit non, cette histoire-là est bizarre. La fille même en question, elle est, comment on dit ça, elle est couchée, elle me regarde faire les mouvements, genre aller-retour, aller-retour. Elle me dit, elle arrête, elle me dit que toi, tu es un génie, que toi là, c'est génie, c'est pas l'homme. Donc moi, j'ai dit d'accord, ah, ce qui est sûr, moi, j'ai vu ce que je devais voir. Moi, je vais bouger maintenant. Et c'est là, maintenant que moi, je me suis levé. Et quand je quittais le lit, j'étais tendu comme jamais. Mais à chaque fois que je veux aller avec la fille, ça chute. Donc j'ai porté, je me suis rhabillé. Elle-même, elle était couchée, elle me regardait choquée. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait me dire. Et puis bon, moi, je suis sorti de là. J'ai remercié Dieu quand je suis arrivé à la maison. J'ai fléchi genoux, j'ai prié, j'ai demandé pardon pour ce que je venais de faire, tout ce que, genre, parce que j'ai été poussé par la tentation, tout ça, là, j'ai demandé pardon, que non, ah, si c'est un signe pour me prévenir de ne pas aller, ah, parce que je ne sais pas ce qui allait arriver si j'avais touché cette dernière. Voilà. Donc, depuis ce jour-là, même quand je passe là, elle me regarde, je la regarde, mais on ne se dit plus rien. Voilà. Parce qu'elle-même, elle sait ce qui s'est passé. Voilà, moi aussi, c'est ce qui s'est passé. C'est Dieu seul qui sait, tu sais ce qui s'est passé réellement à cet instant-là. Donc, c'est dans mon coin, il la calcule pas, je passe, ah, c'est comment, bonsoir, ah, bonsoir, voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, pas ça là, il n'y a plus rien. Bon, ici, mon histoire est finie, que chacun sache tirer les leçons de cette histoire-là, parce que moi, je n'ai pas de leçon de morale à donner à quelqu'un ici. Merci bien et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la cinquième histoire. Bonjour, bonsoir à la grande team DNG, aux narrateurs, à tous les narrateurs, auditeurs, commentateurs et likeurs. Surtout, comme je dis, liker, partager, commenter. Alors, je me suis rappelé d'une histoire. Désolée, je suis un peu inspirée. Voilà. Je me suis rappelé d'une histoire. J'avais des voisins. À l'époque, nous les avons trouvés là. Mon quartier est un village. En fait, c'était un village à l'époque. C'était un village parce que quand nous sommes arrivés, il y avait encore les cases, les anciennes cases là. C'était un village avec les rivières et tout. C'était la vie villageoise vraiment. C'était la vie villageoise au sens propre du terme. Voilà. Donc, dans cette ville-là, il y avait une femme. Il y avait une femme qui soignait, qui était ma voisine à l'époque. C'est-à-dire, on avait peur d'elle, elle est reconnue. Les gens que je voyais à la télé dans mon jeune âge, je les voyais chez la femme là. Chez elle, elle soignait de 3h à 5h du matin. 6h, elle ne soignait plus. C'est fini. Elle ne faisait pas le genre de travail banal, bidon, dans à peu près. Et non, non. Elle, c'est soit quand elle fait, ça agit.
Elle fait, c'est te dit, viens, je vais te faire ceci, j'ai vu quelque chose de mon ami, si tu perds le temps, c'est toi qui es perdant. Oh, sa cousine était venue une fois. On a retiré mon mari du travail. Je ne sais pas comment faire. Dis donc, assieds-toi ici, tu prends ta bière, tu bois. Et puis, comme on a retiré du travail, ça fait quoi? Je suis là, tu pleures. Le lendemain, elle a dit que je vais regarder ça. Le lendemain, on a payé son mari. On a rappelé son mari. On a augmenté le poste. On a augmenté le salaire. C'est pour dire à quel point la dame était puissante. Elle était vraiment. Elle a obtenu son don des esprits de la forêt. On l'avait choisi. Un jour, je reviendrai avec son histoire. Très jeune aussi. Voilà ce qui se passe. La dame, elle avait fait le traitement à quelqu'un dans la République. Je ne veux pas... Au Cameroun, c'était son frère. Bon, de ce que la rumeur courait, c'est que le gars n'est pas venu lui dire la vérité. Elle s'est lancée dans le travail sans consulter parce que c'est son frère. Donc, elle travaillait avec raison. C'est le genre de personne vraiment... elle était là pour aider. Mais pour qu'elle t'aide, il faut que tu dises la vérité et pour que ça ne retourne pas sur elle, quoi. C'est des esprits étaient là pour elle, pour qu'elle l'aide. C'était ça. Il faut avoir la raison quand tu venais chez elle. Elle s'est lancée dans le travail sans consulter le cœur de la famille. Bon, ça l'avait un peu menacée. Bon, elle a pu gérer ça, mais ce qui l'avait vraiment amené, c'est qu'elle avait fait un AVC. Elle était tellement grasse. Ce qui se passe, c'est quoi? Désolée, hein, je n'ai pas demandé la permission, mais désolée. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la dame, elle est décédée. Mais elle veille sur sa famille. Elle veille sur sa famille. C'est du genre, on n'entre pas chez elle n'importe comment. Non. Tu ne peux pas entrer là-bas. On va enterrer. Tu ne peux pas entrer là-bas. Tu sors et lance si tu es venu faire du mal. Donc, elle va te corriger, cette femme. Elle va te corriger. Jusqu'à présent, on sait qu'elle venait de mourir. Là, c'était grave. Les gens la rêvaient. Oh, je suis partie très tôt. Va dire à mon enfant qu'elle soulève telle table. Elle va trouver 300 000 là-bas. Qu'elle fait le marché, qu'elle met dans la maison. Et quand tu pas dit ça à son enfant, l'enfant retrouve. Vas-tu dire qu'elle prend mon sac bleu? Elle rêvait. Toujours, les gens rêvent, les gens du quartier. Elle peut venir aujourd'hui chez toi et te dire que va dire à mon enfant qu'il fait comme ça là. Il va trouver l'argent. Donc, elle se souciait de ses enfants. Voilà venu qu'un jour, l'une de ses filles, son gars lui dit donc elle avait son gars de jeunesse là. Elle était morte, ça faisait des années, plus de 10 ans passés par là. Le gars dit que bon, comme tu vois comme ça, je vais te prendre en Europe. Le jour où la jeune fille devait aller en Europe, l'une de ses filles devait aller en Europe, il y a une petite sorcière du quartier là qui est venue tester. Elle est venue dans la nuit, elle voulait gâter. Quand elle arrive, elle traverse le portail, elle trouve la dame assise devant sa porte, en blanc. Les gens qui l'ont là vu, elle a du blanc sur elle. Je n'avais pas vu son corps quand elle est décédée, mais tous ceux qui l'ont vu aujourd'hui disent qu'elle porte du blanc. Elle est en blanc, avec sa robe, costaud d'assise. Elle demande que, qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi? La sorcière, paniquée, elle ne sait pas. Donc, elle était reconnue qu'elle, on ne la teste pas. Elle lui demande, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Si tu ne me dis pas, je te tue à l'instant. Jusqu'ici, qu'est-ce que je t'attendais? Elle dit non. Elle dit, n'aie pas peur. Entre, tu es d'entrée, entre. Elle s'assoit devant sa porte. Quand les gens viennent tenter ses enfants. Elle dit, qu'est-ce que tu es venu chercher, madame? Parce que si tu ne parles pas, je vais t'abattre ici, on va venir te trouver devant ma porte. Je ne vais pas te donner le temps de rentrer dans ton corps. Je t'attendais, hein. Ne pense pas que je savais que tu devais venir. Dans ton groupe là, j'étais là le jour où vous avez fait la réunion. Je vous voyais, vous tous. Donc ainsi, vous pensez que vous allez venir toucher au mien comme ça sans que je ne réagisse, mais vous êtes malade. Donc tu venais te déranger, tu venais manger ma fille mystiquement. Mais tu as le courage, hein? Dans la maison de qui? Dans la maison de qui? Dans la maison de qui? Je suis gentille, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis placée là. Vraiment, je suis de bonne humeur. Je t'attendais. Depuis vous faites vos choses, vous pensez que je ne vois pas. Vous voulez tenter qui? Je t'attendais, madame. Je t'attendais. Je vais te laisser la vie sauve. Il faut que tu ailles dire aux autres qui ne s'hazardent plus jamais à venir chez moi, venir déranger l'heure de mes enfants. Va!
tu viendras. Et je te dis, et pour te sauver même, le matin, tu dois venir confesser. Parce que si tu ne confesses pas, tu vas mourir, madame. Dans ce quartier, tu seras la prochaine qu'on va enterrer. Va, retourne, tu es revenu. La dame paniquait, la sorcière paniquait, elle est rentrée. Le matin, 6 heures, je vous jure, c'est pas qu'on m'a raconté. C'est pas qu'on m'a raconté. Elle est venue à 6 heures du matin. La fille devait voyager. Elle devait quitter la maison autour de 8 heures parce que le vol était prévu autour de 20 heures. Elle devait quitter pour aller, machin. Elle dit que tu ne peux pas partir sans que je ne lave mon âme. Je suis venue ici dans la nuit. Ta mère m'a sauvagement grondé. C'est de par chance. Elle m'a laissé la vie sauve pour que j'aille avertir à mon clan de sorcières qui ne s'hasarde plus. Je suis venue vous demander pardon. Je demande pardon, je sais que ta mère m'écoute. Je demande pardon, j'ai voulu te tuer dans la nuit. Mystiquement, on m'a envoyé détruire. Je n'ai pas pu passer ta mère là. Votre mère là, elle ne dort pas. Je vous demande pardon. Si elle ne fait pas ça, elle veut mourir. Le quartier est sorti. On dit donc, c'est quoi? Elle dit que laissez-moi, il faut que je me confesse. Je vais faire comme ça, aidez-moi pour pardon. Je suis venue, si vous n'acceptez pas mon pardon, je vais mourir. Voilà ce qui s'est passé cette nuit. Ma condition, c'est que je viens dire ce que j'ai fait. Les gens là, comme la famille a dit que pendant on passe à Macharan, on a compris pas. Parce qu'ils étaient pressés, la fille devait voyager. Ça va. Faut partir. Mais prochainement, on sait déjà qui est le sorcier du quartier. Voilà comment la dame là a sauvé sa fille. Les morts ne sont pas morts. Ce n'est pas chez tout le monde qu'on entre pour venir gâter. Voilà mon histoire. À bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir DMG TV, pour besoin, comment dirais-je, pour être non identifié, c'est mieux pour moi de ne pas donner mon identité. Parce que jusqu'à présent, je suis toujours, si je peux le dire comme ça, ces gens me recherchent toujours. En fait, j'étais majeur tranquille au Cameroun, je travaillais bien, je vivais bien ma vie. Je gagnais bien, je gagnais pas mal d'argent et tout. Je ne me plaignais pas en fait. Mais vous savez, l'homme veut toujours viser haut, l'homme ira toujours plus loin que le bout de son nez. Voilà donc une opportunité qui est venue se présenter à moi. C'est un ami, il travaille en Côte d'Ivoire, dans une entreprise pétrolière dont je veux tel le nom. Il m'a fait une proposition, il est venu me voir en eBay, il m'a fait une proposition. La proposition a duré plus de 2 mois, le temps pour moi de réfléchir tout. Après réflexion, bon, une réflexion idiote, je peux appeler ça comme ça, très idiote même. J'ai pris la décision de quitter le Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, ils m'ont très bien accueilli. C'est le DG en question qui est venu m'accueillir à l'aéroport et tout. Ils m'ont accueilli pour un moment. Ils m'ont d'abord logé dans un hôtel de la place, juste à Djamé. Ils m'ont logé à Djamé dans un hôtel de la place. Je suis resté particulièrement près d'un mois à l'hôtel. C'est pas moi qui paye, c'est l'entreprise qui paye. Sans me douter de quoi que ce soit, de rien. Voilà, donc il contacte mon ami, il dit bon, je suis venu ici pour un travail, non pour dormir ou en vacances. Comment ça va se passer et tout. Voilà, le gars me dit ok, je viens, il passe te prendre à ton hôtel, nous allons aller voir le DG. Il passe me prendre, le lendemain, il passe me prendre, nous arrivons chez le DG en question. Le DG que je ne connaissais pas en fait, mais qui que ce soit, il me reçoit. Il se présente, je me présente dans les normes aussi, comme il se doit, et tout. Après, mon ami demande congé de nous, mon ami sort du bureau, je reste avec le DG en question. Le DG me dit, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Je dis, non monsieur, je vous écoute. Je joue, bon, parce que mon ami m'avait dit c'est pour un travail en fait, moi je ne savais pas trop de quoi ce qu'il s'agissait. Il m'avait dit, non, on va t'employer et tout, tu seras bien payé, bien logé, bon, il y aura des avantages et tout ça. J'ai dit, d'accord, ça m'arrange. Le monsieur me dit, ok, c'est une entreprise pétrolière. Ici, nous faisons dans plusieurs domaines et tout. Ils m'ont parlé de transport, sport, bon, en gros, transit. Ils m'ont parlé de la transit,
des ventes de véhicules et tout ça. Il y avait beaucoup de trucs d'activités à l'intérieur sur ce truc. J'ai dit, ok, c'est quoi dans mon utilité dans l'entreprise? Ils me disent, ok, ton utilité à toi, tu seras du côté transit. J'ai dit, d'accord. Et quel est mon rôle, en fait? Ils me disent, ne t'inquiète pas, on va te présenter à l'équipe et tout ça. J'ai dit, d'accord, sans souci. Ils me disent, demain, il faut venir au bureau à 7 h. J'arrive à 7 h, le bureau était à André. Le bureau était à André, en Côte d'Ivoire, à André. C'est là-bas qu'ils ont les bureaux et tout. Je suis arrivé à André, je suis rentré au bureau, j'ai trouvé plusieurs membres, plusieurs cadres en fait, plusieurs cadres de l'entreprise et tout. Dès que je me fais asseoir, il me présente au cadre et tout, il me dit, il me demande de me lever, de me présenter tout le monde, il me présente et tout, chacun se lève aussi, se présente et tout, chacun dans son nom et tout. Moi j'étais stupéfait, je dis, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Parce que moi, l'entretien d'abord, ça se passe pas comme ça. Je suis tranquille, j'observais, je parlais peu, j'observais, j'écoutais. C'est là, un glisse de sa bouche, que est-ce qu'il est au courant de ce qu'il est venu faire? C'est là où mon attention, ça attire mon attention, je demande, au courant de ce qu'il est venu faire, c'est-à-dire, c'est là où mon esprit se réveille un peu, je commence à avoir un peu des sensations bizarres. Déjà la chair de poule, ton corps qui tremble, la peur en fait. Je commence à avoir cette peur. C'est là où le DG me sort un tas de papiers, soi-disant contrat. Bon, puisque je suis sorti pour le boulot et tout, c'est là où, sans toutefois regarder le contrat, sans lire, je lui demande, ok, il veut rentrer le contrat parce qu'il faudrait que j'examine. Il me dit, ok, sans souci, il faut prendre ton temps et tout et tout. Sans savoir que quand tu n'es pas encore initié, on cache certaines parties invisibles, on cache certaines parties visibles à l'œil nu pour les mettre autrement. Je ne savais pas. C'est après mes renseignements qu'on m'a dit que tu as failli te faire avoir et tout. Là, je suis resté tranquille, je suis arrivé à la maison. Le document était normal. Il n'y avait rien d'anormal à l'intérieur. J'ai dit ok. J'ai pris le document en maison. Je me suis mis à signer bêtement, comme on dit souvent. J'ai signé. Après, je suis allé le lendemain remettre le document au DG et tout. Arrivé là-bas, je ne savais pas qu'il y avait déjà un cortège qui m'attendait. Étant nouveau, on me donne les clés d'un appart, clés d'un véhicule, on me donne une carte bancaire, que je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour l'octroyer à mon nom et tout. J'ai dit non, je ne peux pas le prendre. Ils me disent pourquoi tu es un membre et tout. J'ai dit je ne peux pas le prendre parce que ce n'est pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi qu'est-ce que je fais pour avoir tout ça? Je suis nouveau, je ne peux pas commencer le travail, vous me donnez un véhicule, une maison, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous attendez en retour? C'est la question que je pose. Qu'est-ce que vous attendez en retour? Le monsieur me dit, ok, on va aller au bureau, on s'assoit, il y avait tous les membres. On s'assoit et tout. C'est là où il me sort la carte blanche. Après, déjà fait un mois, 3 semaines. Il me sort la carte blanche, il m'explique tout et tout. C'est là où je dis, je vais réfléchir. Comme je suis rentré d'MG, je vous jure, ni à l'hôtel, ni je suis quitté de l'hôtel, je n'ai rien récupéré. J'ai tout laissé. J'ai dit tout, absolument tout. J'ai pris juste uniquement mes vêtements que j'avais sur mon passeport, ma carte. Je me suis dirigé dans les pays voisins que non, je n'avais là-bas. Ils m'ont envoyé des mails. Jusqu'à présent, ils m'ont envoyé des mails fatigués. Je ne réponds pas. J'ai même changé d'adresse email. Ils ont tout fait. Ils ont retrouvé mon Facebook. J'ai changé parce qu'actuellement, je suis vraiment uniquement sur WhatsApp. Pas question de dire que les réseaux sociaux. Je me cache actuellement. Je ne sais pas si des internautes ou qui que ce soit pour une solution pour moi. Je ne sais pas tout. Je vis dans la peur. Je ne ferme même pas les yeux. Je passe ma nature. La majeure partie dehors, juste comme ça, parce que je n'ose pas imaginer ce qui peut venir dans mon sommeil. C'est un peu ça. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2, par exemple,
Vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc, c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.